bienvenue sur Objectif Gard. Ce matin, on parle du département du Gard. On va débattre des enjeux pour les élections départementales. Autour de la table, on a un public féminin, des candidats féminins qui sont avec nous. On va vous les présenter dans quelques instants. Quelques rappels rapidement. Le premier tour des élections départementales se déroule ce dimanche. Dans notre département, le scrutin s'organise sur 23 cantons. Et sur chaque canton, les électeurs devront élire un binôme, un homme et une femme qui siégera au conseil départemental. Donc au total, on a 46 élus. À côté de moi, c'est Coralie Mollaré, notre journaliste politique. Bonjour Coralie. Bonjour Abdel. Allez Coralie, je vous donne la parole tout de suite. Oui, notre débat va se découper en plusieurs séquences. On parlera bien évidemment de la gestion du RSA, revenu de solidarité active, mais aussi de la politique de maintien à domicile des personnes âgées, des routes départementales et enfin de l'aide sociale à l'enfance. Je le disais, autour de la table, 4 candidates. La rédaction a choisi d'inviter des interlocutrices, donc exclusivement féminins. À notre gauche, c'est Amal Couvreur, élue sortante, candidate de la gauche sur le canton de Nîmes 2. Vous êtes le binôme de Christian Bastide, c'est bien cela? Absolument, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. À côté de vous, c'est Claude de Girardi, élue sortante. Vous êtes candidate chez les Républicains sur le canton de Nîmes 3 avec le sénateur Laurent Burgoa. Bonjour Madame de Girardi. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Face à vous, on retrouve Valérie Rouvéran. Vous n'êtes pas élue, mais vous êtes candidate sur le canton, comme Madame de Girardi, de Nîmes 3, et vous défendez les couleurs de la majorité présidentielle. Et puis à votre droite, Abdel, Elisabeth Mondé, vous êtes candidate RN sur le canton de Beaucaire, et vous remplacez la binôme de Jean-Pierre Fuster, Sandrine Corbière. Bonjour gardoises et gardoises. Et bonjour à tous. Les présentations sont faites. On attaque tout de suite ce débat sur les départementales. Coralie, je vous donne la parole. Alors un débat est plutôt une question. Vous avez 1 minute pour convaincre nos spectateurs. Pourquoi votre parti est-il le meilleur pour diriger le conseil départemental du Gard? On démarre avec Madame Couvreur, peut-être. Si vous voulez. 1 minute, c'est le temps qu'il faut pour convaincre, pour vendre un produit. Moi, je n'ai rien à vendre, ni idéologie, ni parti politique. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'avenir de cet enfant qui va grandir dans le Gard et qu'il nous faut accompagner de l'école au collège, au lycée, à l'emploi et à la formation. Le jeune d'aujourd'hui, c'est celui qui fera la France de demain. Et je veux un département apaisé, je veux une région apaisée. Il faut remettre le débat à sa juste place. Nous ne sommes pas dans des élections ni présidentielles, ni législatives. Nous sommes autour des cantons, au plus proche des habitants et dans la proximité. C'est bien dit. On donne la parole tout de suite à Madame de Girardi. Eh bien, oui, c'est vrai que c'est court, 1 minute, et on aurait beaucoup de choses à dire, mais on pourra les dérouler C'est une entrée en matière. voilà, au fil de nos échanges. Moi, je voudrais dire que ce serait temps que l'alternance ait lieu dans ce département, parce que finalement, ça fait plus de 50 ans, 60 ans, on dit même 100 ans parfois, qu'il est dirigé à gauche, qu'il est en très mauvaise posture sur beaucoup d'indicateurs de pauvreté et de précarité, qu'il manque cruellement d'innovation sociale alors que le département est chef de file des politiques de solidarité et des politiques sociales. Et je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à faire, peut-être pas pour faire plus, mais très certainement pour faire mieux. Donc voilà, j'appelle les électeurs gardois et gardoises à faire en sorte qu'un changement ait lieu. Et je les appelle à voter pour nous parce que je crois que face à la gauche, nous sommes le seul parti qui est raisonnable, qui est pragmatique et qui a un projet à la fois ambitieux et réaliste. Merci. Madame Rouvéran, c'est à vous. Pourquoi votre parti qui n'est pas au pouvoir, ni vous n'avez pas d'élu au département, pourquoi serait-il le meilleur pour diriger le conseil départemental du Gard? Alors déjà, il n'y a pas d'élu au département parce qu'il n'existait pas lors des dernières élections. Et je crois qu'aujourd'hui, rien n'est écrit en politique, que ce n'est pas une question de parti politique. Et je n'y crois plus et c'est ma marque de fabrique. Je crois au consensus. Je crois que nous pouvons être un dénominateur commun de la majorité de ce futur département, que nous pouvons travailler avec tous les partis républicains
et que je crois en l'intelligence collective, que je pense que je l'ai fait au cours de mes derniers mandats à l'éducation et à la politique de la ville. J'ai toujours su trouver des solutions. Et donc, candidate sur le canton numéro 3, nous voulons porter des idées, nous voulons porter des projets et nous devons porter aussi la majorité présidentielle avec ce plan de relance et ne pas être dans une posture politicienne. D'accord. Juste une petite précision. Vous avez 2 binômes, vous êtes présente sur 2 cantons sur 23 du département et en cas de victoire, donc vous pourrez vous allier avec ou la droite ou la gauche, hein, c'est ce que vous venez de dire, le Parti républicain. Avec des gens qui veulent travailler ensemble et qui veulent construire ensemble. D'accord. Madame Parti Bondy, républicain. c'est Oui, à vous. Pourquoi le donc- Rassemblement national serait le meilleur pour diriger le département du Gard? Alors déjà, pour nous, on essaiera que chaque euro dépensé aille pour augmenter la qualité de vie des Gardois, en essayant d'être au plus juste possible, c'est-à-dire que c'est évident qu'on travaille tous ensemble, on ne peut pas faire ça tout seul de notre côté, mais que ce soit juste. Moi, la justice me dérange énormément, donc que ça aille aux personnes qui ont vraiment le plus besoin, parce que quand on voit la fraude du RSA, la fraude dans beaucoup de domaines, moi, ça me pose problème parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la misère et qu'il faut aider. Et aussi, on essaiera de garder tout ce qui est tradition, qu'on garde notre identité gardoise, qu'on garde notre âme, et pour faire perdurer ça pour nos enfants, nos petits-enfants. Et aussi, la jeunesse et les personnes âgées, pour moi, sont les personnes les plus vulnérables. Donc, c'est surtout vers ces 2 domaines que nous pensons nous consacrer, parce que justement c'est celles qui ont le plus besoin de nous, et la jeunesse c'est l'avenir du pays, donc autant enseignement, éducation, prévention, tout ça en fait partie. Passons tout de suite au premier thème. On va parler de l'aide sociale à l'enfance à travers les enfants placés et l'accueil des mineurs non accompagnés. Coralie, vous nous plantez un peu le décor ? Oui, le département, on va le dire pendant ce débat, aide les Gardois tout au long de leur vie, et ça commence notamment avec l'aide sociale à l'enfance. La collectivité a sous sa protection 4000 enfants qui lui sont confiés par décision de justice. La majorité, soit 3500 enfants, peuvent être placés dans des MEX, vous savez, ce sont les anciens foyers, dans des familles d'accueil, ou encore ils peuvent être suivis à domicile par des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, faute de place, 80 enfants qui ont été retirés, qui normalement devraient être retirés à leur famille, ne peuvent pas, sont en attente d'une mesure de placement. Et enfin, sur ces 4000 enfants, 500 sont les fameux mineurs non accompagnés, majoritairement d'origine étrangère. Allez, sur ce thème, on va démarrer tout de suite avec Madame Rouvéran. Quel est votre point de vue, Madame Rouvéran, sur l'avenir de ces jeunes placés, mais également sur les mineurs non accompagnés, dont le département du Gard a la responsabilité ? Alors, la protection à l'enfance, je crois que c'est quelque chose d'indispensable, et on le voit, c'est la base même de notre société. Moi, j'ai été confrontée, et je suis déjà formatrice, donc du coup, dans mon métier, je suis face à des jeunes, et des jeunes qui ont eu des parcours de vie quelquefois faciles et quelquefois plus compliqués, et qu'il y a eu sur leur chemin des gens qui ont pu leur apporter une chance. Soit des enseignants, soit des familles, soit des parents, soit quelquefois l'école aussi. Et je crois qu'il faut pouvoir donner une chance à tous ces jeunes. Alors effectivement, on est dans un département très impacté par la pauvreté, par des difficultés. Quand j'ai été à l'éducation, je ne peux parler que ce que j'ai vu, c'est-à-dire 40% d'élèves en quartier prioritaire, avec des familles en grande difficulté, des travailleurs aussi pauvres dans des quartiers périphériques, et on le sait, en ruralité, on a aussi des difficultés. Alors ces jeunes doivent être protégés. Je crois que plus on agit tôt, mieux on arrivera à subvenir aux besoins et à pallier aux difficultés. Et concrètement, comment ça se matérialise, Madame Rouvéran, après avoir dressé un constat? C'est quoi, selon vous, comment le département du Gard doit prendre sa part? Moi, je pense beaucoup aux familles d'accueil qui permettent aussi de pallier aux difficultés des parents. Et donc, l'éducation, la formation, l'insertion est quelque chose qui pourra permettre à ces jeunes de devenir des citoyens alors qu'ils ont démarré leur enfance avec des difficultés. Et je crois que la société, il n'y a pas que le conseil départemental, bien que ce soit une compétence, il faut que la société, toutes les collectivités, travaillent ensemble. Le contrat de ville
fait partie, effectivement, mais tout le monde autour de la table. Service de PMI, le conseil départemental, Nîmes Métropole, les communes, l'État et le plan de pauvreté qui permet aussi de pallier aux difficultés. Madame de Gérardi, quel est votre point de vue? Vous partagez l'analyse que fait Madame Rouvéran? Oui, alors je n'ai pas véritablement retenu de propositions fortes. Valérie a fait état de son expérience, qui est effectivement, que je ne nie pas. Après, je pense qu'il faut être un peu concret. Et personnellement, pour prendre les choses un petit peu dans l'ordre, je voudrais d'abord saluer l'action du département en matière d'aide sociale à l'enfance. Les maisons d'enfants à caractère social, les MEX, donc, ont un fonctionnement tout à fait satisfaisant. En effet, elles manquent aujourd'hui de capacité d'accueil, ce qui nous renvoie d'ailleurs à la problématique des mineurs non accompagnés que le Gard a accueillis en grand nombre. Voilà, donc sur ce sujet-là, je voudrais dire, ce sujet a été polémique et nous a opposés pendant le mandat qui s'achève, alors que... Surtout sur la question des mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés, bien sûr, puisque c'est un sujet qui a pris une importance croissante entre 2015 et 2021. On a eu à faire face à de très très nombreuses demandes de prise en charge de ces mineurs. À un moment donné, le budget initial de 6 millions d'euros qui était destiné à leur prise en charge a dû être rallongé de 6 nouveaux millions d'euros en fin d'année. Et qu'est-ce qu'on fait, Madame de Gérardi, si demain vous êtes aux manettes au département du Gard pour ces mineurs non accompagnés? C'est quoi vos propositions? Moi, mes propositions, elles sont assez claires. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de respecter la loi. Il faut quand même bien rappeler une chose, c'est que c'est un dispositif national. Le département ne fait pas la loi. Il a sa compétence et dans ce cadre-là, il l'applique. Après, il gère des dispositifs. Et c'est là que nous avons effectivement tiré la sonnette d'alarme à cette époque-là. Je crois que nous étions en 2018 ou 2019 en disant mais les délais d'instruction des demandes d'accueil de ces jeunes sont beaucoup trop longs. Puisqu'en fait, il y avait une période de mise à l'abri, ça s'appelle comme ça, qui prenait plus de 2 mois avant qu'on puisse valider le fait que les mineurs étaient bien mineurs. Du coup, comment on peut réduire ce délai selon vous? Il a été réduit, nous avons demandé la mise en place d'un comité de pilotage, nous avons refusé de voter cette délibération, ça a mis un petit coup de boost à tout le monde et on a changé un petit peu la manière de procéder. Donc je crois qu'à aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de continuer à prendre en charge ces enfants, ces jeunes mineurs non accompagnés, migrants, parce que la loi nous l'impose, et en plus, quand ils sont véritablement mineurs, et qu'on peut mettre en place cet accompagnement, puisque dans ce cas-là, on est dans un cadre parfaitement cadré sur le plan juridique, ces jeunes font un excellent parcours. Ils souhaitent s'intégrer, ils adhèrent aux projets professionnels qui leur sont proposés. Je voudrais terminer. Et donc, pour beaucoup, ils font d'excellents apprentis et ils ont des parcours professionnels qui se réalisent. Cependant, force est de constater que 60 à 70% de ceux qui se présentent comme des mineurs non accompagnés ne sont pas mineurs. Et ça reste un gros problème. Et je crois qu'au niveau national, même si on n'y peut rien en tant qu'élus départementaux, il faut qu'on fasse changer les choses. Madame Mandé, c'est à vous. Là où on se rejoint, c'est sur justement les mineurs non accompagnés qui prennent quand même une partie importante du budget du département pour le social. Moi, le problème, je trouve qu'il se situe dans le fait qu'ils sont majeurs pour la plupart du temps. C'est un rapport sénatorial, 60% sont majeurs. Et il faut savoir que c'est uniquement quand il y a un doute qu'on essaye qu'on propose une détermination médico-légale sous une décision d'autorité judiciaire. Et dans ces cas-là, on fait un examen radiologique osseux pour savoir si c'est de la main et du poignet, pour savoir si ce sont vraiment des mineurs. Donc c'est là où moi je trouve que ça pose problème, parce que quand on a un doute, c'est tout à fait subjectif. Quand vous voyez un jeune de 17 ans, est-ce qu'il a 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans? Donc selon vous, il faudrait le mettre en place de manière systématique? Alors,
Oui, il faudrait, sauf il y a des cas où je pense que ça doit être sûr. Si un gamin a 10 ans, c'est second. Oui, voilà, merci. Non, mais le faire quand même, justement, pour essayer de... Après, c'est plus la compétence du département, c'est la compétence de l'État quand le jeune homme est majeur. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est ce doute, ce fait. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, c'est une association qui s'occupe de ça. Ce n'est même pas une autorité de l'État. Donc, je trouve que c'est très subjectif et c'est ça qui me gêne. Parce que tout ce qu'on donne là, on ne peut pas le donner à d'autres qui en ont besoin. Et en sachant qu'il y a 60% de majeurs. C'est un rapport sénatorial, c'est pour ça que je... Et plus largement, au-delà des mineurs non accompagnés, même si on sait que c'est un thème de prédilection du Rassemblement national, sur l'aide sociale à l'enfance, c'est quoi vos propositions ? Mais justement, de mettre plus de moyens. Et le fait de mettre plus de moyens, c'est que si on les récupère avec la part de mineurs non accompagnés qui sont majeurs, on augmente les moyens, parce que c'est une question de moyens pour aider, parce que c'est évident que les enfants, c'est notre avenir. Donc, et comme je vous dis, ça fait partie des personnes vulnérables, que moi je mets les personnes âgées et les jeunes, ce sont les deux extrêmes de la population, et c'est pour ça que le RN se bat, c'est pour protéger les personnes vulnérables. Madame Couvreur, c'est à vous pour terminer sur ce thème, peut-être, on va dire un bilan, peut-être effectivement déjà du mandat qui vient de s'achever, et puis les propositions, ce que vous souhaitez renforcer dans ce domaine. Alors, je voudrais d'abord rappeler que la protection de l'enfance et l'aide sociale à l'enfance sont des compétences obligatoires du département. On peut vous raconter toutes les histoires autour de cette table. Le département est chargé de protéger les enfants, et encore heureux. Nous avons 4000 enfants pris en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Pour certains, placés en maison d'enfants à caractère social, accompagnés, parce que les parents ont été défaillants, ponctuellement, parce que les parents ont été maltraitants ponctuellement, parce que les parents ne s'en sortent pas, parce que le métier de parent est un métier extrêmement difficile. Et je voudrais vraiment qu'on parle de la situation de ces enfants. Moi, les chiffres m'intéressent peu. Ce sont les agents du département qui sont et qui reçoivent ces gamins et qui voient leur situation dramatique et qui les accompagnent pour qu'ils puissent s'en sortir. Bien sûr, les mineurs non accompagnés, évidemment les mineurs non accompagnés, ça ne sont pas les 500 mineurs non accompagnés qui embolisent les places des maisons d'enfants en caractère social. Ils sont pour la plupart accueillis dans des structures, des hôtels, des lieux qui n'embolisent pas les maisons d'enfants en caractère social. Nous en avons 11 dans le département. Nous avons des familles d'accueil. Bien sûr qu'il manque une maison d'enfants à caractère social et on va s'y appliquer. Sur le Gard rhodanien, il y a des demandes, il faut que pour la prochaine mandature, on réponde à ce besoin. Et puis, j'ai envie de dire, ce n'est pas le département qui prend la décision de placer un mineur non accompagné, c'est le juge et c'est la loi. La durée d'évaluation est de 5 jours. Quand vous évoquez les tests osseux, ça me rappelle de sombres souvenirs. Effectivement, il y a des majeurs parmi ces étrangers qui sont arrivés, parce qu'il faut il faut nommer les choses. Mais les enfants qui arrivent ne sont pas responsables de la guerre au Mali. Ils ne sont pas venus de gaieté de cœur. Donc nous appliquons au département, effectivement, à les accueillir, à faire une évaluation qui est conduite très sérieusement par une structure associative, et ensuite à les orienter et à les prendre en charge. Et je suis fière qu'on fasse ça. Mais est-ce qu'on peut accueillir tout le monde, Madame Couvreur, sur le département du Gard ? Parce que la question, elle se pose quand même aujourd'hui. Est-ce que le département a les moyens ? La question est une question d'équité entre les départements. Évidemment que le département du Gard, qui est un département pauvre, qui est un département où il y a de nombreuses personnes âgées, de nombreuses personnes en situation de handicap, de nombreuses personnes bénéficiaires du RSA, ne peut pas accueillir tout le monde. Il faut une équité, et ça c'est le rôle de l'État. Il faut une équité entre les départements. Et qu'effectivement, le département du Gard accueille le nombre de mineurs non accompagnés en fonction des demandes nationales.
Peut-être très rapidement, dans les prochaines années, le département du Gard va être confronté notamment à une baisse du nombre de familles d'accueil, puisqu'on rappelle que c'est le conseil départemental qui finance les familles d'accueil, donc c'est à peu près au SMIC par mois. Quelles sont très concrètement et très rapidement, s'il vous plaît, vos propositions pour rendre cette mission aussi, parce que c'est quand même du social, mais pour avoir un nombre de familles d'accueil constant, parce qu'on sait qu'il va y avoir une vague de départ avec des gens qui arrivent à la retraite. Moi j'ai envie de dire spontanément, il y a des tas de solutions. Vous savez, quand vous vous mettez autour de la table et que vous essayez de travailler, de trouver des solutions, il y a des solutions. Il y a les associations. Il y a des associations qui travaillent extrêmement bien sur la parentalité et sur l'accueil. J'ai rencontré encore une personne hier qui me disait, moi j'ai envie de travailler avec des fondations pour mettre en lien des familles d'accueil qui se porteraient volontaires pour essayer de parrainer des enfants qui sont en difficulté. On doit aujourd'hui trouver des solutions avec les moyens que nous avons pour pallier aux difficultés. Ça, c'est indispensable. Après, c'est une question de volonté commune. C'est pas qu'une question de financement. Le financement est quelque chose d'important. Est-ce qu'il n'y a pas une question de volonté nationale aussi? Il y a Comme une le dit volonté, Madame Couvreur, tout à fait. est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un peu plus d'équité? Vous représentez aussi la majorité présidentielle. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que franchement, aujourd'hui, en fonction des départements, il y a peut-être des moyens qui sont insuffisants? Moi, je crois qu'il y a un plan de relance, il y a un plan de pauvreté. On le voit sur notre territoire qui est appliqué. À nous, en tant qu'élus, d'aller chercher les moyens et d'aller taper aux portes de nos ministres pour trouver des solutions. Après, si vous faites de l'anti-gouvernement et de l'anti-politique et des postures politiciennes, là, effectivement, vous n'irez pas au-delà. Merci. Madame de Gérardi, peut-être sur les familles d'accueil, rapidement. Oui, sur les familles d'accueil, mais en fait, pour être tout à fait honnête, je découvre le manque que vous évoquez à venir de ces familles d'accueil. Peut-être au vu de votre expérience. Ce qui est très dommage, parce que, ayant siégé 6 ans au département, c'est encore un sujet sur lequel on manque totalement d'anticipation. Voilà. On n'a jamais entendu évoquer ce sujet. Et si demain vous arrivez aux affaires, si demain qu'est-ce que j'arrivais vous aux mettriez en affaires, place? là je rejoindrai les propos de Valérie. Je me dis que des solutions peuvent être trouvées. Écoutez déjà les familles d'accueil sortant pour voir comment leur expérience peut être transmise, comment elles peuvent mobiliser l'envie de faire la même chose chez d'autres familles. Et puis je pense que peut-être, si c'est besoin, revaloriser cette mission. Est-ce que c'est nécessaire? Mais encore une fois... Madame Couvreur, vous n'aviez pas l'air d'être d'accord avec Madame de Gérardi sur le fait du manque d'anticipation du département. Pardonnez-moi pour terminer, mais je l'ai constaté dans beaucoup de domaines. Allez, c'est noté. On passe au thème suivant. On parle à présent du revenu de solidarité active, de la politique de retour à l'emploi. Coralie, vous nous donnez quelques chiffres pour bien comprendre la situation? Oui, le Gard compte actuellement 32 000 bénéficiaires du RSA, un chiffre en hausse en raison de la crise sanitaire. Si le département distribue cette prestation, la collectivité n'en fixe pas les critères d'attribution. Ça, c'est l'État qui s'en charge. En 2021, le RSA représente pour le département un coût de plus de 200 millions d'euros, sachant que la collectivité en paie la moitié. Pour alléger ce coût, il faut que les bénéficiaires retrouvent le chemin de l'emploi. Et pour ce faire, le département du Gard consacre actuellement 8,6 millions d'euros à l'insertion. On va démarrer avec Madame de Gérardi sur le sujet du RSA et puis bien évidemment de la politique de retour à l'emploi. Peut-être déjà un mot sur le RSA. Est-ce que vous aussi, vous êtes favorable à une nationalisation du RSA? Écoutez, c'est vrai que quand on voit le poids que ça représente pour le département du Gard, avec effectivement le taux de pauvreté qui obère nos possibilités d'agir, ce serait peut-être intéressant que l'État renationalise, ou en tout cas qu'il compense à l'euro près les dépenses qu'il nous oblige à supporter. Ça, c'est un débat qu'on a eu très souvent et sur lesquels on est toujours tombé d'accord, majorité relative et opposition relative comprises. On a toujours essayé de faire passer au niveau ministériel, au niveau national, cette nécessité d'arriver à être juste dans la répartition de la ressource qui permet au département de et des financer le dispositifs, RSA. qu'est-ce que vous proposeriez pour le retour à l'emploi? Comment accompagner ceux qui sont le plus éloignés? Là où en revanche intervient mon premier point de désaccord avec la politique menée jusqu'alors,
c'est que, 207 millions d'euros avec les dernières décisions modificatives qui vont venir compléter les sommes initialement prévues au budget, c'est énorme. C'est énorme et seulement 2% de ces montants sont consacrés par exemple au chantier d'insertion. Alors en tant qu'ancienne directrice de mission locale, j'ai beaucoup à dire sur le sujet. Verser des aides qui permettent aux familles de subsister, bien sûr, c'est la loi d'abord, encore une fois, on sera peut-être amené à le redire plusieurs fois avec Amel, puisque on fait ce qui nous est, prévu par la loi. En revanche, on a toute liberté d'investir beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui sur le retour à l'emploi. Et aujourd'hui, c'est très insuffisant. Je me souviens d'une époque où le département aidait un peu les missions locales, notamment à prendre en charge, à inventer des actions permettant de mobiliser des jeunes vers le retour à l'emploi. Ça n'existe plus depuis des années, depuis 2015, depuis 2016. Alors, 2 millions d'euros, c'est même pas 1% pour les chantiers d'insertion de la totalité des crédits consacrés au RSA. On peut vraiment mieux faire, sans 1 euro de plus. Parce qu'effectivement, il y a peut-être à revisiter, d'une certaine façon, on nous parle d'un rapport national, je crois, qui chiffre entre 15 milliards et 50 milliards d'euros la fraude aux prestations sociales. Je ne sais pas, moi je ne veux stigmatiser personne, je ne sais pas quelle est la réalité gardoise, mais déjà, effectivement, on peut espérer faire un petit peu mieux en matière de contrôle, parce que c'est très démobilisant pour les gens. Tout le monde connaît dans son entourage quelqu'un qui à la fois perçoit le RSA et à la fois... Bon, la question du RSA, effectivement, pour la droite et l'extrême droite, c'est souvent synonyme de fraude. Rappelons quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne réclament pas le RSA. Bien sûr, mais je voulais terminer là-dessus. Il y a aussi, dans les contrôles, puisque c'est ce que je souhaitais indiquer, il faut renforcer ces contrôles, on a la possibilité d'ouvrir des droits à des personnes qui ignorent leurs droits. Donc, être plus juste, être, si vous voulez, plus sévère avec ceux qui abusent, pour être plus juste avec les plus vulnérables. Allez, Madame Mandé, c'est à vous sur la question du RSA et les dispositifs, ce que le Rassemblement national propose pour le retour à l'emploi. Parce que c'est surtout ça qui est important. Oui, je voulais juste vous dire que le Rassemblement national, je ne trouve pas qu'il soit extrême. Je refute ce terme, parce que extrême, pour moi, ça veut dire non limite. Non, on est à droite de la droite, point. Voilà, je voulais mettre... voilà, parce que je ne me sens pas du tout extrême. Voilà. Sinon, pour le RSA, bon, il y a de la fraude, certes, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'une personne qui a le RSA, il faut qu'elle ait un projet de vie. Donc, il faut qu'on mette des moyens dans l'apprentissage, dans l'insertion, dans l'enseignement, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra leur fournir un projet de vie. Il faut qu'ils soient suivis, mais c'est comme tout. Ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et je pense que les devoirs, c'est déjà d'être ponctuels, d'honorer leurs rendez-vous, mais aussi, c'est là où il faut les aider, c'est d'avoir un projet de vie, parce que c'est ça qui va les sortir de leurs problèmes. Sur le retour à l'emploi, vos propositions, Madame Mandé? Sur le retour à l'emploi, il faut déjà créer des emplois. Donc, il faut soutenir tout ce qui est PME, TPE, favoriser... Le département ne peut plus le faire puisqu'il a perdu la compétence développement économique. D'accord. Alors, au niveau du département, je ne sais pas ce qu'on va faire. Non, mais sinon... Je voudrais juste revenir une seconde, tant pis si ça obère mon temps de parole. Mais vos collègues, Madame Mandé, ont systématiquement voté contre dès qu'ils entendaient le mot insertion. On avait l'impression que ça leur provoquait une crise d'urticaire, et c'était que des votes contre. Alors, on a un peu le sentiment que le Rassemblement national, à travers vos les mots, a normalisé les ses mots ça compte, propositions mais sur l'insertion. les actes ça compte beaucoup aussi. Alors après, je sais qu'il y a eu des votes contre, mais parce que des fois c'était comme dire des packaging. Non, le simple mot insertion, réserve du Front National. Oui, mais moi... Et après vote contre. Donc non. Il faut être sérieux, il faut être crédible. Ça, je il peux faut pas vous avoir répondre, une je n'étais parole pas et s'y tenir. Voilà. Au département. Donc c'est très important de le rappeler quand même. Parce que ce que vous dites là aujourd'hui, je peux dire, j'adhère. Retour à l'emploi, bien sûr. Oui. Voilà. Mais il faut préparer les jeunes au retour à l'emploi. Oui, mais il faut un apprentissage. Donc l'insertion professionnelle, c'est une réalité à laquelle on doit donner corps. Et il faut mettre des crédits pour ça. Oui, mine de rien, je suis d'accord avec ce que expliquait tout à l'heure Valérie. Mettre les gens autour de la table, super. Sauf qu'à un moment donné, il y a de l'argent à dépenser. Il faut mettre des moyens. Voilà. Madame Couvreur.
Vos propositions sur le RSA. Vous aviez terminé, Madame Bordet? Non, mais je voulais dire que allez-y rapidement, je vous en prie. c'est un ensemble. Et l'insertion ne fait pas tout, loin de là. Il faut de l'apprentissage, il faut que les jeunes apprennent un métier et tout. L'insertion, c'est L'apprentissage, c'est de la l'insertion, on est d'accord. Oui, ça, c'est plutôt- L'insertion, au sens large, L'apprentissage, c'est un Madame Couvreur, vous apprentissage, connaissez bien le oui. sujet de L'insertion. Après, c'est est-ce que le département a le droit ou pas, parce que ça ne fait pas partie de ses compétences. Oui, Ça, voilà, c'est ça, ce moi- sont plutôt les compétences Voilà. de la région. Bon, Madame Couvreur, on vous donne la parole. Merci, Madame Bordet. je veux bien, concernant le RSA, pour quand même rappeler que ce revenu de solidarité active est un droit, et heureusement que c'est un droit. Je rappelle que le montant du RSA est de 565 € pour une personne seule, et que le RSA est fait pour que les plus démunis, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus rien, puissent manger et avoir un toit. Et c'est la solidarité nationale, premièrement. Deuxièmement, la fraude. Je rappelle aux uns et aux autres que la fraude fiscale a bien écrasé la fraude sociale. Et que, vous l'avez dit à juste titre, quand on a une personne qui fraude, on en a deux qui ne sont pas bénéficiaires du RSA. Ça, c'est pas vrai. Si, Ce chiffre n'est pas si, réel, non? si, nous avons une personne et demie dans le département du Gard, c'est la caisse d'allocation familiale qui est en charge du contrôle du RSA, puisque le département l'a délégué à la CAF. La CAF et les agents de la CAF font leur travail. La fraude représente 0,4% dans notre département. Et moi, je refuse. Bien sûr qu'il y a des gens qui fraudent, bien sûr qu'il faut les contrôler, mais je refuse que ce discours de la droite et du Rassemblement national, ce discours qui moralise, qui rappelle sans cesse aux habitants que, effectivement, il y a des fraudeurs, il y a des tricheurs, mais occupons-nous de la question essentielle que vous avez évoquée, qui est l'insertion des bénéficiaires du RSA. Est-ce qu'il y a assez de crédit? Est-ce que le département a fait assez? Je finis. Concernant l'insertion, il existe des chantiers d'insertion, il existe des chantiers éducatifs. Les missions locales, Madame de Girardi, sont à ce jour, et celle de Beaucaire est accompagnée pour le retour à l'emploi, et vous pouvez le vérifier, pour les jeunes. 2 millions Donc, d'euros non, sur mais- 200 millions non, mais- d'euros pour l'insertion des jeunes en chantier d'insertion. Et moi, On a des choses à améliorer. C'est pas Et sérieux. il est prévu par le département, puisque ça a été longuement discuté, qu'il y ait un référent pour chaque bénéficiaire du RSA qui puisse l'accompagner dans sa trajectoire. Parce que C'est déjà en place ou c'est ce qui va se faire demain? C'est ce qui va se faire Non, ça se demain. faisait avant, Ça se puis ils l'ont faisait supprimé, avant, maintenant, ils vont le refaire. ça a été Mais un référent, référent, c'est-à-dire il y a 32 000 bénéficiaires du RSA. Eh bien oui, les agents du département peuvent tout à fait accompagner un certain nombre de bénéficiaires du RSA Ça dans la s'appelle un démarche. rétropédalage, mais c'est intéressant, Non, hein. c'est pas un rétropédalage. Absolument. Non. C'est l'adaptation aux besoins de la société. Ah, ben Madame c'est bien, Gérard. c'est bien. C'est l'adaptation aux besoins de ceux qui n'ont pas grand-chose. Les pour yeux eux. s'ouvrent, je suis Voilà. ravie. Donc, non mais, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je suis d'accord. Vous avez le 100% droit- d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Donc, pour moi, la question essentielle, là, c'est vraiment la question de l'insertion et l'accompagnement pour cette insertion. Et donc il faut mettre plus de moyens, Madame Couvreur, Absolument. comme l'exige Madame de Girardi. Elle ne l'exige pas, elle Je l'évoque. le demande. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Madame Rovérand, vos propositions sur le RSA, déjà votre point de vue face à la situation que connaît notre département aujourd'hui, et quelles sont vos propositions en matière de retour à l'emploi? Alors moi, effectivement, j'ai été d'accord, pas d'accord sur plein de choses. Quand on parle du RSA et que du coup on l'impacte complètement au contrôle, eh ben, c'est nier la réalité de notre territoire. Notre territoire est impacté, on est le 5e département le plus pauvre de France, avec des gens qui sont en grande difficulté. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Et ce RSA permet en tout cas, et c'est pas une fin en soi, ça existe, et donc du coup on doit trouver des solutions. Donc quand on parle du RSA et qu'on l'associe à un sujet de contrôle, c'est très dérangeant parce que du coup on ne trouve pas de solution. Donc 70% quand même des gens sont éligibles à un logement social dans le Gard. On est sur un seuil au-dessus que du taux national. Donc on a un taux de chômage énorme et donc du coup il faut miser sur l'insertion et sur effectivement l'apprentissage. Alors moi je veux bien qu'on fasse des constats, je veux bien qu'on dise qu'il n'y a pas de solution.
j'ai œuvré, et je le dis, c'est une compétence qui est transversale. On doit travailler avec la région, on doit travailler avec le département, on doit travailler avec les communes et Nîmes Métropole. C'est une compétence, l'insertion, qui est transversale. Donc moi, je veux bien, Madame de Gérardi, quand vous dites que c'est du concret. Quand j'ai souhaité et quand j'ai voulu porter l'école, qui est une école Thierry Marx, 95% des gens sont insérés. Et c'est des taux de réussite. Et donc, du coup, tout le monde se bat pour l'implantation de cette école. Vous avez voté contre. Et donc, votre partenaire, M. Burgois, vraiment s'est mis contre cette décision. Donc, du coup, il y a des choses concrètes que l'on peut réagir apporter. quand même, là, parce que je veux finir. une Je veux bien contre-vérité, finir. hein. Je veux bien finir. Mais la droite a voté contre l'implantation de l'école Thierry Marx. Je suis contre désolée. la localisation. Oui, La bah localisation. Ce n'est aujourd'hui, pas contre l'implantation. aujourd'hui- Ce sont deux choses différentes. Les mots ont un Aujourd'hui, sens. c'est encore fermé. Cette implantation, il n'y a personne. En tout cas, si cette école était installée, on aurait des jeunes qui seraient déjà réinsérés. Bien sûr. Il y a autre chose. On manque de serveurs, on manque de cuisiniers, on manque de bouchers. Si chacun travaille dans son coin, et du coup pas de façon transversale, et à des postures politiciennes, on n'avance pas. Et on ne trouve pas des moyens et des solutions concrètes.